Alors il y a l'expo vendredi, là, parfait. C'est jeudi. Jeudi, je sais jamais, c'est jeudi. Je sais pas comment je veux. Ça met de l'ambiance, c'est formidable. Oui, mais samedi, il y a un truc. Et samedi, oui. Oui. Et le deuxième samedi aussi. Ah bon? Parce qu'il y a un recul d'opération, il y aura donc 2 samedis de suite. Ok. Ce qui est mieux pour... c'est plus calme, Ouais, c'est ouais. beaucoup plus calme. Moi, je viens le premier samedi. On y va? On y va. Allez, bon bah bonjour à tous, merci Bonjour, d'être nous parmi allons. nous, ça fait plaisir. Merci à Dimitri, merci à Philippe, merci à Xavier d'être parmi nous, c'est un honneur, un plaisir vraiment de vous recevoir. Pour donc ce qui est pour moi un événement majeur du XXIe siècle, c'est-à-dire la reprise de Lost One. C'est dommage que tu sois tout seul. Pourquoi tu dis ça? Non, non. Non, ça se fait suite à un privé de joke de notre Ok, conversation tout à l'heure. bah en tout cas je suis pas tout seul dans ma tête, donc tout va bien, on est plusieurs, t'inquiète. Non, je vais monter un peu. Donc, pour commencer cette rencontre, Philippe, est-ce que tu pourrais nous présenter tes 2 acolytes Non. que tu as? T'as pas envie? On peut te présenter Philippe si tu veux. Je sais pas si c'est dans le bon sens. Oui, enfin, bon. Bah, si, puisque si tu Si, me rencontres... bien sûr, non, mais ça fait déjà... Il y a bien longtemps que je cherchais un successeur. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de Sloan, c'est évident, puisque j'ai Dante. Non, j'ai fait 3 émissions cet après-midi pour la dernière. Ouais, t'inquiète. Là, je suis un petit peu à côté de mes pompes. Hein. On fera une deuxième prise. Il faudra être très compréhensif. Et nous nous sommes rencontrés au festival de Sèvres. Ouais. Et j'ai vu un mec plus grand que moi, ce que je déteste profondément, Bah, t'étais assis en plus. avec des cheveux, ce que je déteste encore plus, et qui me sort un carton à dessin totalement C'était hallucinant. pas à Sèvres, ça. Hein? Le carton à dessin, c'était plus tard. Putain, bon. Alors, Tu veux pas fermer ta gueule, laisser raconter. il y a l'histoire, l'esprit de l'histoire et la légende de l'histoire. Vas-y, Donc raconte. que le carton de dessin a été montré 2 mois après, ou 15 jours après, ou le truc, la rencontre est identique, et c'est ce qui doit rester. Bon, D'accord. maintenant tu as compris? Hein? Oui, Ouais, bah, mais la première cuite, c'était pas à ça. la première rue, c'était avant. Non, bref, non. Et j'ai vu quelqu'un qui avait un talent et qui était un grand dessinateur et qui était exactement le type de personne que je cherchais pour continuer à faire évoluer un univers qui est celui de Sloan, qui est tellement immense qu'on peut broder pendant des siècles, entre guillemets, inventer, réinventer. J'ai vu à la télé l'autre soir, ils ressortent Spock, machin, et il y avait la même phrase, il disait cet univers est tellement immense qu'on peut encore imaginer des choses, C'est vrai, c'est ce qu'ont fait les Grecs et compagnie, les mythologies, on peut. Donc voilà. Ensuite, ce que moi je voulais, c'était une équipe. C'est important d'ailleurs, je n'ai pas dit ça en presse. J'ai toujours travaillé avec Benjamin Legrand ou d'autres scénaristes, mais je voulais une nouvelle équipe. Enfin, j'aurais aimé, j'avais le désir que ce soit une nouvelle équipe. Et comme, Dimitri et Xavier se connaissaient très très bien, je me suis dit, on ne casse pas des gens qui sont en osmose, qui ont compris le système, qui ont compris l'univers. J'ai un petit problème de corde vocale, entre autres. Hein. Après, je vous montrerai ce truc médical, vous verrez. Je vous le dédicacerai d'ailleurs. Bon, très bien. Et je me suis dit, on les laisse travailler tous les deux, parce que c'est pas la peine. Benjamin m'a dit, mais moi j'aurais pu. J'ai dit, non, Ben, on a fait des tonnes de trucs ensemble. Nous en ferons d'autres d'ailleurs, c'est prévu. Et là, il faut laisser une équipe nouvelle qui a compris et qui aime et qui a un désir fou d'inventer quelque chose, de créer quelque chose. Et quand tout ça s'est mis en route, nous nous sommes vus avec carton à dessin ou sans carton à dessin. Et ensuite, 3 mois ou 2 mois après, oui, ça c'est normal. Et nous avons signé très vite chez Glénat, immédiatement même, ça a été extrêmement rapide, parce que moi j'avais fait mon choix, j'avais compris. J'en avais vu des cartons à dessin avant, j'en avais vu des dessinateurs, et j'en avais vu des très bons. Mais
il y a quelque chose de plus, il y a un esprit. Et on a beau être le plus grand dessinateur du monde, il faut rentrer dans un univers et il faut l'avoir en soi tout en étant purement créateur. Parce que Dimitri, je le répète, n'est pas mon assistant, n'est pas, c'est pas moi qui ai fait les crayonnés, ce sont deux artistes qui se sont associés ensemble. Ok? Ce n'est pas mon élève. J'ai entendu ça déjà, votre élève est formidable. Non, c'est pas mon élève, c'est un artiste. Bon, voilà, il y a deux couillons qui ont décidé de bosser ensemble. D'accord? Ça, c'est très important de le dire. Et ensuite, les choses sont mises en route. Nous avons perdu du temps pour des raisons un petit peu, pas juridiques, mais Serge Lehmann, donc, qui était à l'origine, ça vous l'avez lu, tout ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Et puis les choses se sont mises en route et je me suis aperçu, je le dis dans la préface du bouquin, que je ne m'étais pas trompé du tout sur la succession. Non, la transmission. Transmission, c'est pas une succession. On va tous mourir, d'accord, très bien. Mais bon, là, il s'agit d'explorer, de faire vivre, de faire grandir, d'explorer de nouveaux territoires. Et donc voilà, bon, tout simplement, et au fur et à mesure, j'ai vu les planches arriver, j'ai vu le travail, et j'ai compris que je m'étais absolument pas trompé, et j'aurais pas fait mieux. Donc voilà, ça, c'est l'histoire intime, l'histoire créative, d'une connivence, d'une rencontre, ça s'appelle des rencontres. Il y a des gens dans le cinéma, dans la littérature, qui ont fait des choses ensemble. En peinture, c'est plus rare. Mais tout d'un coup, on sent qu'il y a un lien. C'est comme l'exposition que j'ai faite avec Avril. Nous sommes radicalement différents l'un de l'autre et nous sommes compris. Et c'est une merveille. Enfin, c'est un bonheur de faire ce genre de choses. Donc, je dois dire qu'en tant qu'auteur, avec l'âge que j'ai, très jeune d'ailleurs, j'ai 39 ans cette année, je crois, et tout, je continue à avoir du plaisir à travailler, à créer et rencontrer des gens de valeur. Bon, voilà, je crois que je ne peux pas dire autre chose. C'est très bien. Parfait. Et bah du coup, Xavier... Non, on ne se trompe pas de pelle. Pas devant le public et... non, mais bon. Comment tu veux qu'on rapporte encore plus de lecteurs? Il faut du sexe aujourd'hui pour vendre. On se calme. Bah, votre première expérience sexuelle avec Philippe, comment ça s'est passé? Ça fait mal. Non, il m'a précisé. J'y crois. Non, bah, je sais pas, de ton point de vue, gag. Dimitri, la rencontre avec Philippe, comment tu l'as ressenti, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, quoi? J'ai failli la ressentir assez douloureusement quand j'ai quitté l'atelier après la première nuit, parce qu'il y avait un lampadaire qui me faisait obstacle et j'y voyais plus très clair. J'imagine, ouais. Je réalise vraiment un rêve de gamin, c'est quand même un truc très étonnant. Je me suis pointé à ce truc de Sèvres vraiment en clandestin, en présentant à Philippe un premier bouquin que j'avais fait quelques temps auparavant sur un tout petit label qui s'était monté autour de ce projet. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis les choses ont suivi son cours. On s'est retrouvés donc à l'atelier de Philippe quelques mois plus tard. Un créneau s'était libéré pour qu'on puisse se voir, mais tout ça a été très très improvisé. Et puis Philippe m'avait dit passe à l'atelier, j'ai un petit créneau d'1 heure, il y a un pote qui se casse, on pourra passer le début de soirée ensemble, puis on se quittera, j'irai dîner. Enfin, et ça a fini en nuit blanche, hein, à l'atelier autour des cartons à dessin. Et effectivement, c'est allé très rapidement. Et là on parle de 2008, un peu... Pardon ? C'était 2008, c'est ça? C'était fin 2008. Fin 2008. Ouais. Petite anecdote, je peux? Ouais. Juste ce qui m'avait frappé, quand il a ouvert son carton à dessin, j'avais vu 2 planches de Black et Mortimer qu'il avait dessinées. Quand j'ai vu ça, j'avais déjà fait mon idée par rapport à ce qu'il y avait d'autre dans le carton. Et c'était aussi bien qu'André Julliard, que j'adore, ou peut-être Benoît, c'était fabuleux. Simplement, Dargaud ne l'a pas engagé parce que c'était un jeune auteur pas connu. Ouais, Et les 2 planches de Black et Mortimer, je dois dire, quand j'ai vu ça, je suis tombé raide. C'est hallucinant. Donc voilà quoi. Je me tais, je te laisse la suite. Donc tu as ouvert ton carton à dessin. Oui. Mais c'est intéressant que tu aies retenu en particulier Black et Mortimer, parce qu'effectivement j'apportais des choses qui étaient très disparates. Hein. Ça allait du croquis de nu
au crowbar de trucs de pub et de com que je faisais par ailleurs pour bouffer, et puis des planches de bande dessinée, des travaux d'étudiants, vraiment tout un tas de choses. Toutes les planches de ce bouquin là, Caravane, pour la partie vraiment SF et ce genre d'univers. Mais je crois que là-dessus, en fait, tu t'es dit, ok, là, si t'es capable de faire ça. Oui, de rentrer dans quelque chose qui suppose de telles contraintes, avec ce que tu proposes par ailleurs comme dessin et la personnalité que tu as, si tu peux te mouler dans un truc pareil et arriver à en sortir quelque chose dont il émane une personnalité malgré tout, oui, sur Sloan, tu vas vraiment pouvoir t'éclater. Parce qu'il y a un soutien technique qui est assez solide. Et toi, c'était pardon ? C'était ta volonté de reprendre Lone Sloan quand tu... Non, je ne suis pas venu chercher du boulot, moi je suis venu rencontrer... je suis venu rencontrer un artiste qui avait nourri profondément mon imaginaire, et je suis venu chercher une... C'était un moment qui était particulier parce que je commençais à m'éloigner vraiment de la bande dessinée à ce moment-là. Le Caravane, il était sorti en 2003, on est en 2008. Donc ça faisait 5 ans que je bossais sur des trucs qui payaient le loyer mais qui ne m'intéressaient vraiment pas. J'avais franchement l'impression de me perdre, quoi. Et c'est à l'initiative de ma compagne que j'ai rencontré Philippe, qui m'entendait ressasser que j'étais pas à ma place, que je faisais la pute pour des clients qui m'intéressaient pas, et j'étais vraiment pas heureux. Et qui en avait marre de m'entendre me plaindre sans me voir bouger pour essayer de retourner vers ce que j'ambitionnais, vers ce que j'avais envie de faire. Et c'est elle qui a trouvé le carton qui annonçait l'avenue de Philippe à ce salon de Sèvres, et qui m'a dit bah t'arrêtes de chialer, tu te bouges le cul, tu vas voir ce mec et tu lui montres ton travail. Je dis qu'est-ce que tu veux qu'il en ressorte, Marion? On va se serrer la pomme. Voilà, enfin, je sais pas comme ça, il va rien se produire. Bah si. Hein. Voilà. Et quand je me suis pointé à l'atelier pour montrer mon travail, c'était juste, moi je venais chercher un échange stimulant qui allait peut-être me donner l'énergie pour essayer d'y retourner. Mais je suis pas venu quémander un Sloan, enfin, ça me serait même pas venu. Non, mais c'était pas du tout dans cette état d'esprit que je te posais. Non, je suis pas venu chercher du boulot, je suis venu rencontrer un artiste, voilà. Échanger et essayer de retrouver de l'enthousiasme et de l'énergie. J'ai pas été déçu. Mais moi, si. De quoi, toi aussi, t'as été déçu? Ah non, je vais trouver la bête. C'est tout. Donc voilà. Du coup, avec Xavier, vous bossez depuis longtemps ensemble? L'histoire est compliquée. Non, on se connaissait pas avec Xavier à l'époque. D'accord. Avec Xavier, on s'est rencontrés au Laos 2 ans plus tard. D'accord. Oui, ce sera pour tout à l'heure. Excuse-moi, je te trouble là, mais... Pourquoi tout à l'heure? Non, quand vous aurez à dédicacer, vous risquez de manquer de place. C'est pour ça. Faites comme si je n'étais pas là. Alors là, on a un grand monsieur qui est parmi nous, s'il vous plaît. Il y a Jean-Pierre Dionnet qui nous fait le plaisir. Jean-Pierre. Bon, on va pousser un peu, on va mettre une chaise de plus, je vais mettre ça comme ça. On était en train de parler de votre rencontre avec Xavier au Laos, 2 ans après. Oui, en fait, le projet s'est retrouvé en panne pendant un bon moment. À l'origine de cette aventure, il y a une association entre Serge Lehmann et Philippe sur une proposition pour clore le cycle de Sloan. Et Lehmann pond un très beau synopsis avec plein de très très belles idées, mais il ne l'emmène pas au bout. Il m'est arrivé un truc personnel assez terrible peu de temps après ma rencontre avec Philippe, alors que je me mettais juste au boulot. Et puis, fallait vraiment que je me casse. J'ai traversé une année de trou noir absolument épouvantable. Et je suis allé me reconstruire au Laos auprès d'amis que j'avais là-bas, en emportant simplement ce projet avec moi. J'ai plaqué tout ce que j'avais ici. Et j'ai fini par réussir à me mettre au taf, envoyer les premières pages à l'éditeur, à Philippe et à Serge. Et silence radio. J'ai jamais reçu la suite du scénario. Au bout d'un an, il a fallu que je rentre parce que j'avais pas de taf sur place et j'avais plus de ressources. Et puis, rebooter tout le truc. Entre-temps, j'avais rencontré Xavier au Laos. On a vraiment sympathisé à mon retour à Paris. On s'est retrouvés ici autour de trucs qu'écrivait Xavier, qui me faisait relire des propositions pour des séries par exemple, tout un tas d'idées de scénarios qu'il avait en gestation. Et j'ai fini par lui dire, j'ai ce truc sur les bras qui n'avance pas, ni Philippe ni l'éditeur ne parviennent à relancer Lehmann sur l'écriture de ce truc.
ça ne tente pas d'essayer de le coécrire avec moi et de relancer la machine. Et puis Xavier est revenu quelques mois plus tard avec une proposition hyper généreuse, absolument géniale, avec laquelle je suis allé voir Philippe et Glénard en proposant qu'on trouve un deal avec Lehman pour le sortir du projet et rebooter complètement le truc. Donc tout ça a été vraiment long. Je vous ai pas les détails, mais ça a fini par passer. Et en gros, on s'est attelé à l'écriture de ce truc-là avec Xavier, je sais pas, entre 2013 et 2014. Ça s'est étalé sur plus d'un an, hein, toute la phase d'écriture du projet. On avait comme contrainte de la part de l'éditeur 78 planches. Le contrat qui avait été signé à l'origine entre Philippe et Serge, c'était pour un album de 64 pages. Et pour des raisons de dimensionnement du projet, voilà, fallait pas, pour des raisons de coup de femme en fait sur le bouquin, et puis simplement de rémunération des auteurs, ils voulaient pas déborder au-delà de 78. En précisant bien que l'enveloppe ne serait pas augmentée. Que, moi j'ai fait 78 plans, je payais 64. Ouais. Mais la proposition de Xavier était vraiment très ambitieuse. Ça supposait un découpage plutôt de 150 voire 200 planches. Il a fallu faire tenir un maximum de choses en 78, tout en respectant l'ampleur qu'il fallait donner au récit, un découpage assez large, pas du storyboard hyper dynamité, enfin on peut pas faire du manga chez Doriel, même avec Mortimer à 15 images par plan, c'est pas possible. Donc faire tenir tout ça, ça a été difficile, ça a été un très long travail, et en gros j'ai attaqué l'exé des planches définitives mi-2015. Donc il y a quand même 4 bonnes années de travail dessus. Oui, ça se sent. Okay. Voilà. Okay. Et puis ça n'a pas été simple, hein. Il y a eu la sinusoïde et c'est des hauts, des bas, il faut que je travaille pas. Ouais, la vie nous est passée dessus comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Oui, voilà. Là au-dessus. Exactement. Et du coup, toi, j'ai une question de spectateur, moi, c'est quand vous avez commencé à avancer sur la réalisation pratique des premières planches qu'elles sont venues et tout, vous avez vu Philippe à ce moment-là? Philippe, on s'est pas mal vu. On s'est beaucoup vu avant mon départ pour le Laos, mais j'en étais même pas à dessiner en fait. On se voyait sur d'autres sujets. Non, quand vous commencez à dessiner, vous faites par exemple les 10 premières. Quand je commence à dessiner, je suis au Laos, donc en fait il reçoit des copies. Philippe n'a pas vu grand chose de ce que j'ai produit au Laos. En tout cas, au moment où je le faisais, moi j'envoyais ça à Glénat, j'envoyais ça à Serge Lehman. Philippe était en copie des mails, mais il ne consulte pas beaucoup l'écran, Philippe. Donc il a découvert tout ça quand je suis rentré en France. Mais pour moi, ça a été une émotion absolument géniale, parce que je l'ai vu comme un véritable mot, s'émerveiller des trucs que je lui apportais. Ceci étant, il y avait, donc tu prennes la parole, nous avions eu des discussions par rapport à un personnage qui est Sloane, un univers qui est Sloane, donc un personnage, un univers. Il y a une immensité de liberté, mais des choses aussi qu'il ne peut pas faire. Oui, donc il y a des cadres. Un personnage, il est un personnage. Tous les scénaristes du monde vous disent à un moment donné, Jean-Claude Carrière, j'ai entendu ça 1000 fois, le personnage à un moment donné vous échappe. C'est vous qui êtes et il y a des choses qu'il ne peut absolument pas faire. Donc nous avons travaillé ensemble sur ces questions, sur la continuité dans un univers précis où comme disait Dimitri Angoulême, les lecteurs arrivaient à Angoulême en disant c'est incroyable, mais c'est du Dorier, et c'est pas du Dorier, c'est quand même du Dorier, et c'est quand même du Dorier, c'est pas du Dorier, donc total quoi. Donc c'était la réussite, ce qu'il fallait, ça c'est clair, la compréhension du monde à décrire. Mais on n'a pas, on ne s'est pas lancé, Philippe et moi, dans des analyses en profondeur de ce qu'il fallait faire ou non. Ça a été assez instinctif, ouais. Mais pour moi, c'est quand même une chance assez extraordinaire. Alors, je me pince encore d'avoir reçu cette confiance aussi rapidement. C'est un espèce de coup de foudre. C'est un truc assez étrange. Bon, voilà. Derrière, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai surtout fait ce que je voulais, c'est ça qui est assez génial, en me sentant toujours porté et accompagné. Et puis c'est presque de la chance que les propositions que j'ai soumises à Philippe rencontrent ses attentes.
il y a une grande dimension de chance là-dedans. Parce qu'en effet, j'ai pas spécialement contraint ou forcé ma main à aller vers un style qui cherchait à le singer, surtout pas même. Plutôt fait l'inverse. Donc j'ai repiqué tout un tas d'éléments formels que j'ai intégrés à mon dessin, mais en m'efforçant de préserver ma patte là-dedans. Et cette tambouille fonctionne. C'est assez miraculeux. Mais c'est pas spécialement réfléchi. En fait, le cahier des charges que m'a donné Philippe au départ du projet était très simple. Pas d'onomatopée, bulle carrée. Tu te démerdes avec ça. Et moi j'avais en tête de faire des planches très très illuminées à la Ira Gaël, à revenir vraiment au Druillet ultra flamboyant du début des années 70. Et Philippe m'a arrêté en me disant non, rentre pas dans ce genre de délire, c'est assez daté, c'était à la mode. J'ai fait ça voilà, à une époque où ça justifiait. Aujourd'hui, fais des choses beaucoup plus simples, hein, tes bords de cadre, tu fais un trait, c'est tout, tu n'en as pas avec des enluminures dans tous les sens. Et n'essaie pas de singer tout ce que j'ai pu moi piquer à Kirby par exemple dans les petits effets de noir que je peux coller partout. Tu t'émancipes de tout ça et tu le fais vraiment à ta manière. Et je suis parti avec à peu près ça, hein, pas grand chose d'autre. Voilà. Et puis mais ce que j'ai soumis a, semble-t-il, rencontré les attentes de Philippe. Sans qu'on soit tendu le cerveau dans tous les sens pour se demander ce qu'il fallait. Et donc, Xavier, à ton tour. Non, rien. Comment Rien. Quoi, t'as dit quoi? T'es pas prêt? Ah si. Enfin, j'en sais rien. Si, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Du coup, toi, comment t'as reçu ce projet? Quand Dimitri t'en a parlé? Ça j'imagine. Mais voilà, est-ce que toi, de base, t'avais une affinité avec cet univers? Est-ce que tu t'es dit, mais oui, c'est ça? Comment ça s'est passé dans ta tête, quoi, à ce moment-là? Ça s'est très bien passé, je connaissais absolument pas Philippe Druillet avant. J'en entendais parler depuis mon enfance par des copains au collège, au lycée, donc forcément si eux m'en parlaient, c'est que ça devait être de la merde. Et très juste. Il se trouve qu'à l'époque, comme disait Dimitri tout à l'heure, il m'a donné un coup de main pour relire et corriger des dossiers de présentation, de projets de série, dont une commande qui m'avait été passée par une production de télévisuel et qui finalement n'a jamais accouché. Et il m'avait commandé une série mythologique. Et il se trouve que sur les thématiques, les tenants et les aboutissants, Dimitri m'aide à relire et il me dit mais en fait le projet sur lequel je travaille commence là où le tien s'arrête. Et comment c'est-il que tu n'as jamais lu du Druillet alors que en fait c'est fait pour toi. Et c'est là où il me demande de lui apporter un coup de main en coécriture. Et comme je connaissais pas vraiment, je me voyais difficilement, de prime abord, me retrouver un peu comme sous la dictée, en fait. Moi, je me suis dit, il faut que je me l'approprie. Mais attention, t'as des poltergeists qui t'en veulent. Americana. Ah oui, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est évident. Donc. Et j'ai embarqué les BD, je suis redescendu au QG à Toulouse pour pouvoir m'isoler, et j'ai tout lu. Je me suis repenché sur les livres que Philippe et moi pouvions avoir en commun à l'adolescence, c'est-à-dire Moorcock, Lovecraft, Kadik et plein d'autres, dont je me suis vraiment imbibé pour pouvoir m'alimenter. Et à partir des notes de Lehmann, avec comme gouvernail le conseil de Dimitri de prendre carte blanche, tout en respectant sa structure, je me suis lancé. Et en fait ça a été, c'est ce que je répète et je vais continuer à le répéter longtemps, c'est pour moi investir l'univers de Philippe, ça a été un surprenant retour à la maison. Je me suis découvert un grand frère. Voilà, et ça me parle de manière très intime. Voilà, j'entends souvent les gens dire que Sloan et tout le reste puissent être hermétiques ou vraiment assez difficile à aborder. Et pour moi, ça me semble extrêmement lisible, très linéaire, très évocateur. Et en même temps, je dirais même que tout l'univers de Philippe, au-delà de Sloan, pour moi, est parfaitement cohérent. D'Ira Gaël qui raconterait l'aube de l'humanité, jusqu'à Sloan qui raconte finalement la fin de l'univers, la fin des temps, avec au milieu la nuit qui est
finalement ce qui pourrait se passer éventuellement à la chute de notre civilisation, en passant par Nosferatu dont je parlais la dernière fois, qui est ce qui se passera quand il n'y aura plus de vie sur Terre. Pour moi, tout se rejoint en fait, et tout s'interpénètre. Donc voilà, moi ça m'a, comment dire, complètement débouché les esgourdes et ouvert un horizon, mais que j'aimerais pouvoir continuer à explorer aussi longtemps que possible, parce que je pense qu'il est inépuisable. Ah bah de ouf. Voilà. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. C'est qu'un début de toute façon, cette histoire. Oui, touchons du bois. Mon Dieu, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Est-ce que des gens parmi vous ont des questions à poser à nos chers amis parmi nous? Dominique. Non? Personne? Personne n'a de questions? Ok. C'est vraiment génial. Comment? C'est vraiment génial. C'est une réponse. Ah bah c'est parfait, merci beaucoup, cher ami. Résumé. Ok. Vous avez le droit de poser des questions, elles sont payantes, bien entendu. Et c'est lui qui prend tout par contre. Hein. Oui, non, c'est pas vrai. J'ai une petite question pour moi. Ces messieurs Extrême, Dimitri et Extrême, ouais. Est-ce qu'ils connaissaient monsieur Dionnet et Druyet quand ils officiaient encore à Pilote ou Métal Hurlant? On n'était pas nés. On n'était même pas les projets. On était nés quand même, mais non, on était. Oui, genre, mais bon. Est-ce que vous avez pu compléter les collections après? Parce que Métal Hurlant c'était plus édité, mais bon, est-ce que vous avez pu retrouver C'est marrant parce que tu as dans les signatures, on en parlait avec Jean-Pierre il n'y a pas longtemps, privilège de l'âge, c'est un mot imbécile. Tu avais la période pilote, la période métal, et après l'autre période différente, plus éclatée, plus folle et parfois plus faible, selon les moments et tout. Et ça c'était quelque chose d'assez étonnant. Et moi j'ai remarqué dans les signatures, comment je le fais, là j'ai pas pu en faire depuis quelques temps parce que bon pour des raisons d'intérieur, mais tout ça va revenir très vite. Je me suis retrouvé en face de toutes les générations. C'était incroyable. Alors j'ai eu droit aux cheveux blancs, avec le truc cartable derrière et tous les albums bourrés de shit, morceaux de saucisson, un bout de pâté, tout ce qu'on veut, le coin est corné pour fumer le pétard, très bien, première époque. Ensuite une deuxième qui me dit, enfin je schématise, une deuxième qui me dit, je les ai piqués dans la bibliothèque de mon père. Ensuite une troisième qui me dit, je les ai achetés moi-même. Et puis la dernière, qui est absolument pour moi stupéfiante, qui a eu lieu ici d'ailleurs, et ailleurs, voir des gamins de 17, 18 ans, 19 ans, pardon, ils m'ont répété auprès de mes amis, qu'il y en a un qui achète les 6 voyages et qui me demande c'est quoi ce truc, c'est nouveau, ça vient de sortir 69. Voilà, t'as l'air con, hein. C'est pas très bien. Et ensuite, je la raconterai jusqu'à la fin de ma vie. Il y a La Nuit, l'album La Nuit. Il y en a un qui l'achète, un deuxième, un troisième, un quatrième. Bon, quatrième, quand il m'a dit, je lui ai posé la question, moi, pourquoi tu achètes cet album? Et il me répond, ça arrache. Non, très bien, parfait. Donc voilà, quoi. Donc, quelque part, traverser 50 ans de métier, ça fait 50 ans que mes albums sont dans des bacs, avec parfois des faiblesses, des ruptures, comme toute vie d'artiste. Mais ça fait 50 ans que les délires que j'ai inventés existent, et c'est quelque chose de très émouvant pour moi, je le dis franchement, et je voulais qu'il y ait une transmission, J'ai le projet avec Dante, j'espère le faire, je l'ai entièrement dans la tête, mais je voulais que d'autres talentueux s'emparent de cet univers, et inventent, et innovent en plus, et trouvent des idées. Le bouquin qu'il veut, là, j'étais complètement épaté, c'est un truc qu'on va m'emballer, excuse-moi, chérie, et je trouve ça, on est bien, et je dis, mais c'est magnifique, ce truc, c'est une idée complètement folle, et tout, on ne voit pas assez d'ailleurs. On va passer aux critiques, il y a un nombre de pages là-dessus, on verra après. Tu peux y aller, flagelle-nous. Non, mais c'est cette découverte, et puis surtout, cette osmose, quoi. C'est-à-dire, c'est une équipe, c'est comme si nous étions un groupe de rock de bande dessinée, un groupe de rock graphique. Voilà, c'est exactement ça. Comme était Métal à l'époque. Nous sommes un groupe de rock, tous les trois. Au chant et à la basse, Dimitri Ramoulou. À la batterie, monsieur Philippe Drouillet. Et moi, je suis au triangle. D'accord. Et du coup, Jean-Pierre, il fait quoi? De guitare.
Il écrit les textes. Ah, c'est ça. Ok. C'est le manager. Manager du groupe, très bien. Jean-Pierre est là, mais le fondateur et le créateur et celui qui a tenu Metal Hurlant sur ses épaules pendant des années, dans les conditions les plus terribles et les plus épouvantables. Et donc voilà, quoi, c'est de l'école Goscinny. Ceux qui comprennent que parfois il y a des œuvres dont on ne comprend pas très bien le sens, mais on sent qu'elles ont de la valeur et on les publie. Mais si vous voulez, parce que quand il parle de nos conversations, Philippe, en fait, comme tout mouvement, parce qu'on peut dire qu'il y avait une cohérence de mouvement dans Metal, entre les différents dessinateurs, les différents auteurs et tout, etc. Il y a toujours, on le dit ou on le dit pas, mais on a toujours une crainte de date de péremption. Hein. On n'est pas des yaourts, mais quelque part on est toujours des yaourts. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu en l'espace d'une quinzaine d'années, oui, de 15 ans quand même, un grand changement. C'est-à-dire que le premier qui a l'idée bizarre de faire un bouquin sur Metal Hurlant, c'est chez Devel, le bouquin de Marmanier et machin. Et il y a eu une petite fête à la sortie, et là on s'est tous retrouvés avec les cheveux blancs nous, et cheveux blancs les lecteurs également, à peu près le même âge. Ensuite, il y a eu l'expo à la Fondation Leclerc, où on a vu qu'il y avait des jeunes qui étaient venus, ils ne savaient pas trop, peut-être pour s'abriter de la pluie, mais enfin en tout cas, ils ont bien marché sur ce qu'ils ont vu. Et ils allaient directement vers certaines planches, certaines œuvres. Personne ne leur avait dit. Et puis, après, quand on est allé dans des lieux genre convention et tout ça, on a effectivement vu des gens plus jeunes. Alors, il y a c'est les livres de mon père, il y a c'est les livres de mon grand frère, il y a les livres de mon cousin, il y a, on parlait de Toulouse où j'ai été la semaine dernière, il y a, c'est mon voisin qui m'a abonné de force, qui s'appelait Christopher Tolkien, qui était le fils de l'autre, qui m'a dit abonne-toi à ça, et j'avais 15 ans. Et puis, il y a une génération qui, alors on peut dire c'est une génération spontanée, c'est-à-dire de types qui sont tombés sur un ou deux numéros de métal ou de machin, etc., qui, du fait que ça coûte pas très cher sur Internet, heureusement qu'on n'est pas dans le système américain des cotes avec les numéros qu'on ne pourrait pas acheter, hein. Une collection de métal complète, impec, géniale, ça vaut 500 €, en très bon état. Donc c'est encore abordable. Aucun de ces jeunes lecteurs, bon je parle de 500 € à mettre d'un coup. Par contre, ils vont se trouver un numéro à 3 €, un autre à 5, un autre à 10. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la date de péremption, on l'a peut-être frôlé il y a 15-20 ans. C'est-à-dire qu'on aurait pu devenir un de ces classiques qui va mourir avec ses auteurs et ses lecteurs. Et le mystère de Philippe, qui est un des mystères centrales, mais c'est vrai d'autres créateurs de métal, ça a été qu'il n'y a pas eu péremption. C'est-à-dire que ces livres-là ont continué à se vendre, ces livres sont restés actuels, il n'y a pas eu... ah c'était formidable, mais c'est tellement justement années 70, c'est là qu'il ne fallait pas aller vers le psyché, c'est tellement années 65, c'est tellement début années 80, ça c'est le cas en musique, où en musique on entend sans arrêt des mecs qui disent « ouais mais ça c'est tellement années 80, je ne peux plus écouter ça ». Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un dire de métal qui a des 70-80, dire « c'est génial ». C'est tellement années 70. Et ça, c'est la phrase qui tue. Parce qu'il y a des mecs qui vont dire j'adore ça parce que c'est 70. Bon, ça dure jusqu'à ce que les années 70 des modes. Ou j'aime pas ça parce que c'est très années 70. C'est-à-dire que quelque part, il y avait une intemporalité qu'on a découverte de fait récemment. C'est-à-dire que c'est le fait que, effectivement, j'ai dit la semaine dernière à Toulouse, c'était essentiellement des gamins, des trucs comme ça et tout, qui étaient là. Non, mais c'était aussi un groupe artistique, il y avait voilà, et alors, par contre, la question qui se pose, etc., et qui ne se pose pas d'ailleurs, qu'il voit résolue, c'est que dans le monde où on vit, qui quand même maintenant fait attention à tout, où on prend des patins pour traverser le salon, parce qu'on a peur, si on marche sur le tapis, que quelqu'un vous dise, oui mais attends, là tu touches à un tapis politiquement incorrect ou n'importe quoi. On n'a jamais entendu ces conneries, nous. On n'a pas été touchés par ces conneries de trucs. On est resté, on était en dehors à l'époque,
on n'était pas politiquement engagé comme pouvait être Charlie Hebdo et tout, on faisait ce qui nous passait par la tête. Mais la preuve, c'est encore là, la preuve ça se vend toujours, la preuve ça se vend à de nouveaux lecteurs, c'est-à-dire que on a passé la péremption, voilà. Et le fait qu'il y ait un nouveau Druillet, que les gens l'attendaient, avec même un peu de... Oui, enfin, il faudrait quand même qu'ils se remettent au boulot. Et la péremption, c'est aussi ça. Moi, je pense que, quelque moment, moi, j'avais une grande discussion avec un type que j'estime bien, qui est Fred Blanchard, qui avait la série dernière Atlas et tout ça, etc. Et j'ai été le voir comme on va voir un psychiatre, parce que lui, il fait des séries bien, des pas bien, qui produit, qui coproduit, etc. Je dis, moi, je me remettrais bien au boulot, moi aussi, de mon côté. Je dis, mais des fois, j'ai pas l'énergie, quoi. Il dit, bah, t'as peut-être besoin d'une injection de 109. Je dis, ah, c'est pas forcément con. C'est pas forcément con, parce que quand il fait ça, Philippe, lui qui commence un peu avant moi, avec chez Losfeld et tout, il réfléchit pas. Il fait. Il y a un moment de la carrière où tout auteur se met parfois à réfléchir, à se dire, est-ce que je vais être dans mes attentes? À la limite, je crois qu'on est son pire ennemi. Par rapport à une attente peut-être réelle, ou à une peur de décevoir, peut-être réelle, ou une peur de date de péremption, comme dans le yaourt. Mais oui, il y a ce risque-là de se dire, est-ce que tout d'un coup, je ne vais pas être démodé, hein. J'ai été très très touché, comme tout le monde, par la mort de Claire Bretéché. Bon, Claire Bretéché, elle a continué à faire son boulot et tout, elle continue à le vendre, c'était tant mieux, mais elle correspondait à un moment précis. À la limite, elle qui invente le mot bobo, c'est elle qui l'invente, ben, quelque part, elle en était la victime pour des gens. Ça n'empêchait pas les bobos de l'acheter éventuellement, mais elle correspondait à un moment précis, je veux dire. Je crois que les univers fictionnels à tiroir à la Druillet sont plus difficiles à attacher à un moment précis. Hein. S'il avait effectivement fait à ce moment-là la plus grande bande dessinée possible sur le Larzac, je suis pas sûr qu'on serait là ce soir. Non. Hein. Y a des domaines quand même. Voilà. Le fait qu'Angoulême cette année ait fait une expo en disant c'est la grande innovation consacrée à Nicole Clavelou, expo qui s'appelait Docapi à Métal Hurlant. Je me dis tiens, c'est marrant que dans les nouveautés, il y a un éditeur qui s'appelle Cornelius qui ressort tout Clavelou. Là maintenant, aujourd'hui. Ça prouve en plus que c'est pas uniquement un truc de... C'est parce que c'est Philippe et tout. Non, Clavelou, les gens l'ont découvert à Angoulême. Moi, je suis pas allé. Mais les gens ont découvert Angoulême et ont découvert que c'était bien. Simplement, c'était plus disponible. Donc, c'était un vrai mouvement. Parce que Clavelou, on l'avait un peu oublié puisqu'elle avait arrêté la BD. Ou plutôt, on lui en avait plus commandé, donc elle a été revenue à l'illustration. Et ça veut dire que tout ça existe toujours. À continuer à vivre, continuer à... Et alors quand on voit des retours, comme Clavelou, le retour de Clavelou, j'espère que ça sera un vrai retour et tout, bon, ça prouve qu'on a touché un moment à la jugulaire. Et que après c'est à eux de toucher la jugulaire à leur tour. Parce qu'il faut avoir pour toucher la jugulaire, il faut être un chien qui a des crocs. Hein. Donc moi je regardais l'album tout à l'heure, oui, il y a les crocs. Peut-être qu'effectivement, il y avait besoin que ça soit ce cheminement qui a été compliqué, difficile, mais l'album, bon, si vous êtes là, c'est pour l'album. L'album, il arrache, il fonctionne, et on ne se dit pas dedans, même s'il y a eu une dérive à partir de Métal Hurlant dans le cinéma, de tout ça, de plein de choses qui ont été réutilisées. Ce qui a été réutilisé, c'est des choses formelles de surface qui sont devenues front commun et tout. N'empêche que ce n'est jamais le monde entier, c'est des détails qu'ils prennent. C'est des bouts, c'est un truc qui nous sert du temps. En gros, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on fait le truc dans notre coin et que Philippe fait son truc dans son coin, ça reste vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que la raison profonde pour laquelle il raconte ça, il ne la saura jamais. S'il la savait, peut-être qu'il ne ferait plus rien de sa vie. En tout cas, c'est correspondu à quelque chose et ça correspond à aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, que les supports se multiplient, qu'on discute de tout dans tous les sens, etc., on a parfois l'impression que tout est flou. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est machin, les gens discutent sur... En gros, pour savoir si l'œuf il doit être dur ou mollet pendant des journées entières, là l'œuf il est dur d'origine, il fait toujours ses œufs de Pâques, il fonctionne, et moi je me suis dit tiens, je vais voir... Alors lui, toi tu es allé à Angoulême, oui. Donc, on était ensemble avec Xavier. Voilà, donc vous êtes heurté au lecteur. Alors est-ce que ça a été quoi votre expérience de lecteur? Est-ce que ça a été, vous avez fait des mecs qui vous ont dit des choses précises, qui vous ont... Ils nous ont jeté des légumes tout pourris à la gueule quand ils sont venus à la table des dédicaces. Non, pas du tout en fait, on avait des gens extrêmement émus, des retours très encourageants. Je suis désolé de te voler la parole, mais moi j'appréhendais énormément sur la partie de mon travail le caractère rugueux et hermétique du texte. Et en fait, on avait des gens qui venaient nous remercier de leur rendre quelque chose à lire, qui leur prennent du temps. De nous remercier d'avoir un peu de poésie, de les faire gamberger, de ne pas lire en 30 minutes aux chiottes en fait. Et ça c'était déjà très enrichissant, mais il y avait aussi le fait que beaucoup de lecteurs de la première époque nous remerciaient de leur faire redécouvrir leurs personnages et étaient même repartis relire les anciens albums de Philippe. Et ça pour moi c'est le but de mon travail en fait, c'est qu'une fois qu'ils ont fermé Babel, ceux qui ne connaissent pas allaient tout de suite se précipiter sur les 6 voyages d'Arius et tous les autres, et ceux qui connaissent déjà vérifient dans leur bibliothèque de maison, ou même aillent le racheter en double. Parce que moi je trouve que c'est une œuvre importante, et mais qui contient tout pour moi, qui contient tout avec une densité formidable. C'est du grand spectacle, c'est politique, c'est poétique, c'est philosophique, c'est bordélique et c'est humain. Voilà. Et effectivement c'était ça. Après on avait, Dimitri pourrait vous en parler, on avait des lecteurs qui connaissaient absolument pas l'univers de Druillet et qui sont allés parce qu'ils ont vu cette couverture qui leur a tapé dans l'œil, d'autres parce qu'ils aiment la science-fiction et voilà, et apparemment de le prendre en cours de route à partir de Babel n'empêche rien, c'est pas limitatif. Et ça c'était vraiment le nerf de notre travail depuis le début, d'essayer de faire un truc qui puisse être un premier point de rendez-vous aussi. Est-ce que voilà. vous avez et surtout, n'oubliez pas qu'il y a une exposition des originaux de Dimitri chez Glénat. Ah, il se termine ce soir. On se termine ce soir? Il décroche demain. Mais merde. Qui a un succès étonnant. Les gens étaient fascinés par les images. Fascinés. Pour quelqu'un qui pour la première fois a fait une grande expo et qui en a vendu une très très bonne partie, je veux dire que c'est quand même très encourageant. Moi j'étais ravi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus dans quelle signature, m'a dit « Vous n'êtes pas jaloux ?» La seule réponse que je lui ai trouvée, je lui ai dit, c'est d'éclater de rire. C'est la seule réponse que j'ai trouvée à lui dire. Enfin bon. Ben voilà, bon, donc c'était très bien. Ouais, c'est vrai que t'es pas jaloux. Bah, écoutez, je pense qu'on peut applaudir Dimitri et Xavier pour le boulot incroyable qu'ils ont accompli. Bravo les gars. Je vais foutre tous les bouquins en l'air. Et on va pouvoir passer à la dédicace.